Maison Lafitte et le cheval, c'est une histoire d'amour. Maison Lafitte sans cheval, c'est plus Maison Lafitte. Le film que vous allez découvrir va vous parler du cheval, et plus particulièrement du cheval à Maison Lafitte, de son quotidien. Nous avons interviewé nombre de professionnels ou d'amateurs qui, de près ou de loin, sont passionnés par cet animal. Nous allons vous présenter ses métiers, du plus simple au plus élaboré, qui servent le cheval au jour le jour pour lui donner ses lettres de noblesse. Garçon d'écurie, maréchal ferrant, vétérinaire, ostéopathe, jockey. Et donc j'ai été élue meilleure cavalière de France l'année dernière. Et enfin, entraîneurs et propriétaires vont nous raconter leur passion. Nous verrons aussi le cheval compagnon de jeu qui apporte joie et détente. Le cheval attelé dans ses traditions ancestrales. Nous nous pencherons également sur la relation avec les animaux et leur rôle dans l'éducation et la rééducation. Enfin, nous percevrons le travail acharné et journalier des compétiteurs, cavaliers et jockeys. Et pour finir, nous acclamerons sur la plus longue ligne droite d'Europe le cheval qui enflamme nos passions. Maison Lafitte sans le cheval ne serait pas Maison Lafitte. Moi, ça représente, je dirais, le parc en premier lieu, avec beaucoup de calme, de sérénité, la nature. On a la chance de côtoyer tous les jours des écureuils, des oiseaux. On s'amuse à les regarder avec les enfants, donc c'est vraiment une ville à vivre en famille, je dirais. On a la chance d'aller de temps en temps à l'hippodrome et la fête des courses, 1 à 2 fois dans l'année. Donc c'est vraiment une belle occasion en fait, d'aller découvrir le monde des courses avec les enfants. Il y a des activités et on peut aller de temps en temps faire des tours de poney avec les enfants. Raphaël. Raphaël. Et tu montes sur un poney? Avant je montais, mais maintenant j'ai plus trop l'habitude. Est-ce que les gens vont aux courses parce qu'ils aiment le cheval? Non, moi je pense pas. C'est peut-être plus pour sentir l'ambiance de la course. Je connais plein d'écuries, oui, je sais où elles sont, oui. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une écurie? Oui. En fait, c'est pas l'écurie en tant que telle qui m'intéresse, c'est la proximité, la plus grande proximité avec le cheval. Parce qu'on le voit dans son milieu de vie. Ce qui est une chose un peu différente du fait de le voir dans la nature. Soit se promener, soit courir. Donc voir un ostéopathe, par exemple, en train de manipuler un cheval... Ça m'intéresserait. Ça, oui. vous l'avez jamais vu? Non. Voilà. Non. L'histoire de maison. Aussi loin qu'on puisse remonter, le cheval est là, présent. Ah bon? Je dis Maison Lafitte et le cheval, c'est une histoire d'amour. Ma fille est cavalière, mais de CSO. Et Maison Lafitte sans cheval, c'est plus Maison Lafitte. C'est tout. Allons à la rencontre de Christine Parot, entourée d'enfants. Elle partage avec nous sa passion pour les animaux et pour son dernier-né, le poney Joli, né en avril dernier. Il est trop confortable, j'aime. Nana, viens avec moi. Marie, lâche-le. Alors il y a une question que je voudrais vous poser, c'est surtout cette maison dans laquelle vous êtes, comment on appelle ça, une écurie? Une écurie? Ouais. Vous l'avez depuis quand cette maison? Ça va faire 4 ans le 19 juin. Ça fait plus de 30 ans que j'habite à Maison Lafitte, dans le parc. Et pour rien au monde, je ne voudrais partir d'ici. Alors, cette histoire d'enfants, les enfants qui viennent ici, ce sont des enfants qui sont déjà dans d'autres écoles de poney, ou est-ce que ce sont des enfants qui viennent par affinité, par un réseau? Comment ça se passe? Alors, il y a des enfants qui montent dans des poney clubs, puisque moi, j'en suis pas un du tout. Et là, ce qu'ils viennent rechercher chez moi, c'est une relation privilégiée avec l'animal, c'est un partage, c'est un échange.
Et c'est apprendre comment l'animal fonctionne, comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors l'idée quand même de l'association, c'est de faire venir des adhérents, de faire venir d'autres personnes que ceux qui sont dans votre entourage. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Après, voilà, il faut que ça se mette en place, mais c'est exactement l'idée, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir cette relation particulière et complètement différente à beaucoup de gens, parce que c'est riche, c'est vraiment riche. La relation avec l'animal, elle est vraiment basée sur la confiance, sur le respect, sur l'écoute, ce qu'on n'a pas forcément entre humains, ce qu'on a aussi beaucoup perdu. Quand on regarde les arbres et quand on se met un peu à leur diapason, quand on marche dans l'herbe, quand on voit le soleil à travers les branches, quand on sent les odeurs de la terre, tout ça, ça parle. C'est pas du yoga, c'est pas de la méditation, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chacun va trouver sa réponse selon ce qu'il vient chercher. La relation, ça va être une relation d'amour immédiate. Les enfants, quand ils viennent, c'est immédiatement, ils prennent les poneys dans leurs bras, ils leur font des câlins. Carpe diem, c'est ça, le moment présent. Voilà. Thierry Cotte nous fait découvrir les secrets d'un bon attelage et nous fait partager son plaisir de la promenade avec sa jument Opérette. Nous allons donc garnir Opérette pour ensuite l'atteler à sa voiture. Donc je mets en premier lieu la bricole. Elle prend toujours sa bricole très volontiers. Il y a deux manières de garnir un cheval, ou avec une bricole, c'est ce morceau de cuir qui est devant les épaules, ou alors avec un collier. Moi j'ai opté pour la bricole, c'est plus confortable je trouve, pour le cheval. Ensuite on met la sellette avec toutes les courroies de reculement. Voilà. Donc on va sangler la sellette. Voilà. La sellette est posée. Et on va lui passer sous la queue cet ustensile qui permet de tenir vers l'arrière, qui s'appelle le culeron. Voilà. En prenant soin de bien dégager les crins pour pas qu'il y ait de frottement et de brûlure. Alors à cheval on parle de rêne, mais en attelage on parle de guide. On les passe dans les clés de sellette d'abord, et ensuite dans les clés du surcou. Voilà, comme ça elle est prête de ce point de vue. Et dernière pièce, je vais lui mettre son filet avec les œillères. La gourmette. Très bien. Papa. Voilà. Pousse-toi. Pousse-toi. Voilà. Non, pas trop, pas trop. Voilà. Très bien. Stop. Plus bouger. Plus bouger. Voilà. On baisse les brancards. Les brancards. Qu'on accroche au bracelet de sellette. Voilà. Et maintenant, je vais accrocher à la voiture ce qu'on appelle les traits. Les fameux traits, d'où l'appellation cheval de trait. On accroche au palonnier de la voiture. Donc c'est avec les traits que la jument va tirer la voiture et elle va faire tourner la voiture avec les brancards.
aux barres de reculement, au brancard. Et c'est avec ce système que quand on va donner l'ordre à la jument de reculer, elle va pouvoir faire reculer la voiture et se garer, faire un créneau, enfin ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, elle est très instruite. Elle a au moins 40 mots de vocabulaire, hein, parce qu'elle marche à la voix. Voilà. Opérette, marcher. Et donc je mets mon chapeau, mon joli chapeau, et mes gants. Voilà. Vous savez ce que c'est que ce chapeau? C'est un chapeau de berger suisse. Perrette, trottez. Elle a au moins 40 mots, mais il n'y a qu'un mot qu'elle ne connaît pas, c'est le mot galop. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas dressé en lui disant le mot galop pour accompagner le démarrage à l'allure. Et elle ne part que à un signe très distinctif seul je connais, c'est le bisou. Voilà, je lui fais des bisous. Alors j'en fais pas trop là parce qu'elle va se dire qu'est-ce qu'il me fait. Je suis à l'arrêt et il me fait un bisou. Allez. À gauche. Allez. Hop, hop. À gauche. À gauche. Gauche. À droite. Droite, droite, droite. Allons découvrir le horseball, sport encore très méconnu, mais qui a toute sa place dans la passion du cheval Nadège à Maison Lafitte. Je travaille avec Ruil et Tao au centre équestre des Longueuils à Maison Lafitte. Le horseball est un sport français, malgré son nom qui ne l'indique pas, créé dans les années 80 par deux passionnés, deux frères, un du rugby et l'autre un homme de cheval, un dresseur. Ils ont codifié ce sport et depuis 1980, vous avez une grosse évolution bien sûr dans le règlement et différents championnats qui se jouent à différents niveaux. Je m'appelle Johan, j'ai 30 ans, je suis professeur des écoles, je vis à Maison Lafitte et ma passion c'est le horseball. J'ai commencé le horseball depuis que j'ai 5 ans. On est monté en catégorie avec des amis, on a commencé en moustique, puis poussin, puis toutes les catégories jeunes, jusqu'à évoluer au plus haut niveau. Et maintenant, on joue actuellement avec l'équipe de Paris Match en Pro Élite, sur le circuit Pro Élite, et on s'entraîne sur la carrière de l'hippodrome. Au horseball, il nous faut un cheval vraiment attitré. On ne peut pas changer de cheval, c'est comme au CSO, les grands cavaliers ne peuvent pas venir sur une épreuve avec un nouveau cheval, donc on a vraiment besoin, c'est notre partenaire, on forme vraiment un duo. Nous, notre groupe, on est vraiment là, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on joue ensemble, qu'on s'amuse ensemble. On est presque plus maintenant des amis que des partenaires. Alors, les règles du horseball sont simples, c'est 6 joueurs contre 6, donc il y en a 4 sur le terrain, 2 remplaçants, et il faut faire 3 passes et chacun marqué dans un but. Donc après, c'est un sport qui justement nous fait monter à cheval, donc qui dit chevaux dit vitesse, donc il y a beaucoup de règles de sécurité, on n'a pas le droit de faire de travers, on n'a pas le droit, il faut vraiment être côte à côte sur les défenses.
Après, on n'a pas le droit de porter la balle plus de 10 secondes. Donc c'est un sport très collectif. Lorsqu'on marque un but, on repart sur un lancer de touche, un petit peu les touches comme au rugby, comme on peut voir au rugby. Des autres touches un petit peu particulières, lorsque la balle tombe à terre, on doit la ramasser, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il faut se pencher, il faut la ramasser dans l'action. Jamais, et après ça va être vraiment sur la sécurité, jamais se mettre en danger, jamais mettre en danger ses adversaires, jamais mettre en danger son cheval. Une partie dure 20 minutes, nous avons 2 mi-temps de 10 minutes. Dans chaque mi-temps, on peut avoir un temps mort d'une trentaine de secondes et la mi-temps dure 3 minutes. Donc c'est vraiment très court, très intense. Elle a été inventée en France, donc il y a peut-être 4000 licenciés dans le monde et sur ces 4000 licenciés, vous en avez 3500 qui sont français. Donc pour être aux Jeux Olympiques, pour avoir cette chance-là, il faudrait que le sport se développe. Donc ça se développe petit à petit. Et les coûts de ce sport font voilà, l'entretien des chevaux. Toutes ces choses-là font que pour se développer et toucher un public un petit peu plus large, ça reste compliqué. Philippe Alric, grand entraîneur de cavaliers et de chevaux de concours hippiques, nous explique ses méthodes de travail. Bonjour Monsieur Alric. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment allez-vous après ce fâcheux accident que vous avez eu? Comme le temps, très bien. Voilà, non, ça a été une période un peu délicate, mais ça y est, on est reparti du bon pied, on va dire. Voilà. Bien. Alors, je vois qu'ici, vous avez une vraiment superbe écurie. Merci. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de cette écurie? En fait, l'écurie faisait partie d'un ensemble immobilier assez important qui, en fait, c'était la propriété de Frank J. Gould au début du XXe siècle. Il y a eu pas mal d'hommes d'affaires américains qui sont venus s'installer sur Maisons Lafitte, dont ce monsieur qui était le plus connu d'entre eux et qui a fait cette magnifique propriété. C'est pour ça. Alors moi, j'ai récupéré qu'une seule partie de la propriété, la partie écurie, avec l'entrée qui est un petit peu grandiloquente quand on la voit comme ça. C'est un peu disproportionné rapporté à l'écurie, mais à l'origine, c'était l'entrée de la propriété dans son ensemble. Voilà. Bon, vous êtes un entraîneur reconnu. Est-ce que vous avez des méthodes d'entraînement particulières? Les méthodes d'entraînement, en fait, au fur et à mesure de votre carrière, l'expérience venant, et puis l'expérience des autres aussi, vous sert à affiner un peu vos méthodes de travail, voire même parfois à les changer. Et puis les chevaux également vous font changer parce que, comme je dirais, un entraîneur pour des sportifs, il va s'adapter un peu à la personne qui l'entraîne. L'entraîneur de chevaux, que ce soit en course ou en concours hippique, c'est exactement la même chose, va s'adapter un peu aux chevaux qu'on lui propose d'entraîner. Et certains ne vont pas supporter ou vont moins bien supporter telle méthode ou telle autre. Et donc, il y a une vraie partie d'adaptation et de modification des méthodes au fur et à mesure des chevaux que vous avez à travailler. Alors, on dit que certains entraîneurs ont des méthodes un petit peu rigides, un peu strictes. Ah là, vous parlez de la pédagogie. Oui, on parle de la pédagogie. Voilà, vous parlez de la pédagogie vis-à-vis des élèves. Oui, il y a un peu deux explications à ça. D'une part, il faut reconnaître que, historiquement parlant, c'était une activité essentiellement militaire. Donc, on a quand même ce passé qui est plus qu'important. Et puis après, il faut, je dirais qu'à chaque public, sa pédagogie. Et bien souvent, les gens sont un petit peu surpris de voir certains entraîneurs avec leurs élèves. Mais il est clair que tous les cavaliers que l'on fait monter ne sont pas forcément des cavaliers en herbe, je dirais. Fais tourner. Tu ne le fais pas tourner en lui tordant la tête. Ok? C'est super important. Et donc la pédagogie ludique ou
de la découverte ne s'applique pas quand on veut vraiment du résultat sportif. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors c'est vrai que particulièrement en équitation, en concours hippique ou en dressage, quand on arrive à un certain niveau, c'est clair que la rigueur doit être là pour avoir le résultat. Vous entraînez donc des chevaux, mais vous entraînez donc aussi des cavaliers. Oui. Vous entraînez les deux. Oui, tout à donc, fait. Quel type de méthode vous employez pour faire ce... Pour les chevaux, c'est un peu les chevaux qui nous dictent un peu, alors on a notre façon de faire. Le gros puissant, avancez là. Non. C'est magnifique. Voilà, et transitionne-le en avançant tes mains. Avance tes mains. Avance-les, continue. C'est comme ça que tu évites le coup de tête, c'est en avançant tes mains. À chaque fois que tu viens lui coincer la tête, il se défend. Là, accompagne. Il doit être à 4 temps. En concours complet, on va entraîner différemment, par exemple, qu'en dressage. Il y a une espèce de tronc commun, on va dire. Et puis après, la spécificité du sport fait qu'on va se diriger plus dans tel secteur ou tel autre. Après, pour les élèves, c'est ce que je vous expliquais, le niveau des élèves que vous avez à entraîner va impliquer une certaine méthode pédagogique. Il est clair qu'avec des enfants, vous n'allez pas adopter la même méthode pédagogique qu'avec des adultes. De la même façon, avec des débutants ou des cavaliers très aguerris qui sortent à un certain niveau de compétition, vous n'allez pas non plus avoir la même pédagogie. Et ils appartiennent, ils vous appartiennent alors, pas à vous? Non, j'en ai certains qui m'appartiennent. Et puis après, j'ai certains élèves qui sont propriétaires de leurs chevaux et donc qui s'entraînent régulièrement avec eux. Alors, les plus beaux moments de votre carrière, vous avez des choses à nous dire? Ben oui, forcément, c'est souvent lié, il faut dire les choses comme elles sont, c'est souvent lié à des résultats sportifs. Il est clair que bien souvent, je ne sais pas qui de la poule et l'œuf est le premier. Je ne sais pas si c'est parce qu'on adore un cheval qu'on a des résultats ou si c'est parce qu'on a des résultats qu'on l'adore. Mais il est clair que voilà, les chevaux qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux avec lesquels je suis allé le plus haut en compétition. Alors après, on a entre guillemets ses préférés. C'est souvent le caractère qui fait la différence. Moi, c'est vrai que j'ai souvent eu des juments ou des chevaux avec pas mal de caractère. J'aimais ça, voilà, plutôt que des chevaux assez placides et assez faciles à travailler. Et c'est vrai que c'est encore plus valorisant quand on a du résultat avec des chevaux qui, au démarrage, n'étaient pas vraiment des plus coopératifs, on va dire. L'hippodrome de Maisons-Lafitte est en cause de fermeture. Il y a un imbroglio, beaucoup de soucis d'échanges entre la mairie, les gens de Maisons-Lafitte et France Gallo. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est triste pour nous, Mansoniens, et pour l'activité des courses à Maisons-Lafitte. C'est clair. Maintenant, là, je vais dire que la problématique économique s'impose à nous. C'est clair que ça demande donc des transformations. Il semblerait que France Gallo ait pris des décisions en ce sens pour le centre d'entraînement. En revanche, pour l'hippodrome, effectivement, c'est beaucoup plus problématique. Je crois qu'il y a certaines solutions qui sont envisagées et qui sont à l'étude. On croise les doigts et on espère tous que, effectivement, cet endroit va continuer à vivre et de fait va continuer à défendre l'implantation du cheval dans Maisons-Lafitte, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. On n'échappe pas à la passion du cheval dans les concours hippiques.
le jumping exige l'existence d'un lien fraternel entre le cavalier et sa monture. Nous sommes aujourd'hui à Maisons Lafitte, la cité du cheval, une ville du département des Yvelines. Et nous avons la chance de bénéficier d'une infrastructure entretenue par la ville de Maisons Lafitte. La Cité du Cheval a entrepris des travaux sur ce site et les a réhabilités et amélioré l'infrastructure, puisque nous disposons d'un espace de restauration couvert et aussi de tribunes pour le public. Voilà, donc on a une infrastructure optimisée qui nous permet d'organiser du concours. Voilà, je représente l'association Horse Event, donc on est une bande de copines, on est une petite dizaine, et nous passionnés de cheval, bien entendu, cavalières, mères de cavaliers ou cavalières, voilà, et on œuvre tout ensemble à titre bénévole pour organiser des manifestations hippiques. Comment vous est venue cette passion du cheval? Je crois que la passion, elle vous tombe dessus. Un jour, vous voyez cet animal et vous avez envie de vous en occuper et ou de monter dessus. Voilà, donc on monte et on aime partager ses joies et ses peines avec cet animal. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais quand on a le virus du cheval, on l'a pour toute la vie. Ma mère montait un petit peu à cheval, mais pour le loisir. Mon père n'est pas du tout dans les chevaux, par contre il était dans le milieu du sport. Et c'est elle qui m'a emmené à monter à poney. 3 ans c'est jeune pour monter à cheval, Oui, c'est un poney. À poney, tout à fait. C'est ma mère qui m'a emmené au poney club, et puis j'ai gravi les échelons, j'ai eu un premier poney. Puis un cheval, puis 2 chevaux, et puis mon père qui était dans le milieu du sport m'a tiré un peu vers le haut en me permettant de concourir à très haut niveau. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ouais. Ouais. C'est des petits concours, c'est à poney, c'est... Voilà, exactement. J'ai eu un moniteur toute petite et puis un entraîneur à partir de l'âge des concours, quoi, 10-11 ans. secondes et 65 centièmes, 69 secondes 65, eh bien c'est la nouvelle deuxième place du classement. Non, mais au début, non, c'est parce que j'avais pas dit. Oui, mais il est... Et un Black Swan spécial qui a été monté par Audrey Poudret. Bravo pour cette 5e place, Audrey. Bravo. Elle a eu sa place? Certains trouveront cela curieux, mais il faut savoir que les chevaux de course sont de véritables athlètes de haut niveau. C'est une suite logique, c'était toujours mon but que de devenir ostéopathe équin, enfin ostéopathe pour les chevaux. J'ai eu un cursus normal qui est passé par l'ostéopathie humaine puisque mon professeur qui était Dominique Gignot demandait à ce que les ostéopathes équins soient diplômés en ostéopathie humaine.
Et j'ai travaillé en ostéopathie humaine et j'ai cherché à contacter Dominique Gignot, qui était le fondateur de cette technique. Il était devenu mon professeur. Voilà. Et jusqu'à son départ, il est mort en 2004. Mais il a laissé derrière lui de très nombreux élèves connus, comme Christian Strucken, comme Marc Baudou, comme Jean Cervanti, enfin plein d'autres qui m'ont précédé. Et voilà, je fais partie des derniers élèves avec Jean-Michel Boudard. Et donc depuis 2004, j'essaye de voler de mes propres ailes, mais on est tous un petit peu orphelins. Parce que Dominique est parti très tôt, il est parti à 60 ans, et il avait encore des tas de choses à nous apprendre. J'ai commencé avec Dominique Gignot dans les trotteurs, à Grosbois. Ensuite, des trotteurs, je suis passé aux galopeurs, aux sauteurs, et maintenant je fais beaucoup de chevaux de sport. Voilà, donc je balaye à peu près toutes les disciplines, je ne fais pas de dressage, d'autres disciplines que je touche de temps en temps, comme le polo, mais ce n'est pas mon activité principale. Je me suis occupé d'un champion olympique, de plusieurs champions olympiques. Je me suis occupé de Philippe Rosier qui a été médaillé, voilà. Mais chaque cavalier a son ostéopathe. Donc en fait, j'avais la chance d'être le seul ostéopathe de l'équipe de France, mais je ne me suis pas occupé des autres Français. Je me suis occupé essentiellement de Philippe Rosier et de Raotep, qui a été champion olympique. Moi, j'étais au jeu pour le Brésil. J'ai été cavalier, mais très mauvais cavalier. Et vu ma stature, quand j'ai compris que je pouvais faire plus de mal que de bien à un cheval, j'ai arrêté de monter. Et après, c'était une possibilité de rester auprès de cet animal. En fait, l'idée de l'ostéopathie, c'est d'assurer une parfaite mobilité du corps et d'essayer de sentir une restriction de mobilité, où qu'elle se trouve, et de comprendre l'origine de cette restriction de mobilité. Autrement dit, on essaye de redonner de la mobilité, on essaye d'avoir un cheval capable de bouger en toute liberté et sans douleur. Voilà. Donc, ça n'oblige pas forcément la symétrie, ça n'oblige pas forcément l'esthétisme, c'est son physique que l'on essaye d'explorer pour savoir s'il y a une gêne d'ordre fonctionnel, et c'est à nous d'essayer de lever cette gêne par une technique ostéopathique. Alors moi je suis beaucoup structurel, mais d'autres sont viscérales, d'autres sont crâniens. Assurer qu'aucun trouble fonctionnel vienne altérer son activité. Il est important de travailler avec les vétérinaires, moi c'est tout le plaisir de ma profession, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est-à-dire qu'on est juste complémentaires dans la chaîne des soins, et ça se fait toujours en partenariat avec un véto, pour savoir à qui revient en fait le soin du cheval. Si c'est d'ordre pathologique, c'est bien sûr que ça ne me concerne pas. Je m'en suis aperçu l'autre jour, j'étais derrière à cheval. Ouais. Je dis à Christophe, le cheval il marche en crabe. Ouais. Et il marche en crabe et il est bien sur ces deux diagonales. Il n'est pas plus gêné à droite qu'à gauche. Ben, ouais, pour vous dire que ça restait fonctionnel, par contre, à mon avis, il ne poussait pas postérieur droit. Alors vous aviez l'impression qu'il engageait postérieur droit, donc il avait légèrement le cul de travers, c'est comme ça qu'il se traversait, parce qu'il engageait fort, mais il ne poussait pas son postérieur. Et il marchait effectivement, parce qu'il marchait en crabe, mais moi ça me dérange pas ça, pour ce week-end. Mais au contraire, c'est bien là. Okay. Demain, justement, pas de notion de travail, demain, notion de bouger, quoi, de retrouver son équilibre, puis après go, quoi. Ok, vous avez compris ? Gianluca Bietolini est un des entraîneurs qui nous a largement et généreusement ouvert les portes de son écurie.
sa passion pour le cheval. Pouvez-vous nous parler, Monsieur Bietolini, du cheval Dicton, qui est votre cheval fétiche? Oui, l'histoire des Dictons, c'est vraiment très joli. C'est une bonne histoire pour moi, pour le cheval, un peu pour tous les petits propriétaires en France. C'est un cheval que nous avons acheté à Saint-Cloud, en course réclamée, pour 21 000 €, donc n'est pas beaucoup. À mon avis, le cheval, il a quelque chose d'un plus. Dans la forêt, il fait beaucoup de gymnastique, beaucoup de petits galop-chats, du trot, mais c'est quelque chose de différent pour la tête, parce que les chevaux font un peu de yoga. Comme le yoga va bien respirer, c'est décontracté. Il a gagné une liste race, une victoire, et en plus il est troisième à l'épaule d'Assis, il est troisième au prix de Jockey Club. C'est vraiment un rêve. Un cheval qui a gagné la course et un autre qui l'a perdu, c'est le roi du boxe. L'autre qui l'a donné tout et n'a pas gagné, il a vu tous les chevaux à droite, à gauche qui avancent plus de lui, il a vraiment la dépression, il a perdu l'instinct, je ne sais pas si c'est dit l'instinct, de réaliser pour lui quelque chose d'important. Oui. Et donc il a la dépression. Elle n'a pas encore de nom. C'est un petit bébé, du coup on l'a pas encore nommé. D'accord. De quel âge? Elle a 1 an et demi. 1 an et demi. Enfin, officiellement, elle vient de prendre 2 ans, mais chez les chevaux, la date d'anniversaire c'est 1er janvier, pour tout le monde. C'est difficile d'être femme jockey de nos jours? Il y a de plus en plus de femmes dans ce métier, donc ça devient entre guillemets de plus en plus facile, oui. Même si ça reste un métier encore très misogyne. Oui. On a beaucoup d'avantages. Depuis cette année, on a le droit à une décharge supplémentaire par rapport aux hommes, donc ça aide aux propriétaires de nous donner un peu plus de confiance. Donc c'est un peu plus facile. Après, ça reste un métier physique difficile, donc pour une femme, c'est forcément un peu plus compliqué. Mes parents sont issus des chevaux, oui. Ils font beaucoup d'élevage. Mon père est amateur aussi, et donc j'ai toujours été baignée dans le milieu. Je monte à cheval depuis que je suis toute petite, et les courses, vraiment, je les ai connues, je les ai découvertes à l'âge de 14 ans. Et je suis rentrée professionnelle à l'âge de 19 ans, après mes études. Cette année, j'ai gagné une course à Pornichet pour un entraîneur de Maison Lafitte d'ailleurs, qui se nomme Mathieu Palussière. J'ai récompensé aussi pour un concours organisé par Godolphine et France Gallo, qui consiste à récompenser le meilleur cavalier de France du matin d'entraînement, le meilleur cavalier. Et donc j'ai été élue meilleure cavalière de France l'année dernière. Vous montez en course 2 fois cette semaine? Demain, j'en monte 2 à Chantilly pour 2 entraîneurs cantiliens. Donc c'est pour Monsieur Smaga et Monsieur Lafontparias. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur demain, pour la première fois, de porter les couleurs de Monsieur Vertemer et frères. C'est les couleurs classiques. Oui.
pas donné à tout le monde, alors j'ai énormément de chance déjà de les porter une fois. Et vendredi, je retourne à Chantilly, j'en monte encore 2. Un pour Monsieur Bietolini, mon patron, et un autre pour Monsieur Palussière, qui est aussi installé à Maison Lafitte, avec lequel j'ai gagné à Pornichet en début d'année, donc j'espère réitérer. Moi, j'ai un agent qui s'occupe de moi et du coup qui trouve des montes pour moi, qui appelle les entraîneurs, qui gère ma carrière en fait. Bonjour Monsieur de Balanda. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors vous allez aux courses aujourd'hui? Oui, je pars à Chantilly. J'ai un cheval qui court à 15h30. Donc voilà, c'est après la matinée, une douche et on part aux courses. Et c'est une course de plat ou d'obstacle? Oui, c'est une course plat. À Chantilly, il n'y a que des courses plates. Ah, il n'y a que des courses de Il n'y a plat. que des courses plates. C'est un petit cheval qui court un handicap. Il reste sur une victoire. Il a gagné à Pornichet il y a un mois, à Pornichet-la-Baule. Et puis là, il a une petite chance. Je pense qu'il a une petite chance. De gagner, ça risque d'être compliqué, mais il peut prendre une bonne allocation. Bien. Et vous parlez de courses à handicap. Qu'est-ce que cela implique? Moi, je suis une... Mais les courses à handicap, c'est des courses qui sont, si vous voulez, qui dépendent d'un monsieur qui s'appelle le handicapeur. Oui. Et qui donne une valeur aux chevaux. Et donc là, le poids attribué correspond à sa valeur. Donc au début, ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Et plus le cheval gagne, plus il a du poids, quoi. Voilà. Donc, et alors après, vous essayez de déterminer par la valeur de votre cheval si vous êtes capable, avec une différence de 4, 5, 6 kilos, d'attaquer des meilleurs chevaux avec l'écart de poids. Parce que c'est vrai que c'est le poids qui fait les courses. Mais après, si vous voulez, ça dépend un petit peu à l'entraîneur de bien engager ses chevaux. Donc vous avez plusieurs catégories de courses. Vous avez les courses à condition. Ça marche par les gains. Donc ça marche par les gains. 1 kilo par 5 000 gagnés, par 10 000 gagnés, ça dépend. Et après, vous avez les courses à handicap. Et puis maintenant, il y a plusieurs catégories de courses. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les courses de groupe. Donc ça, c'est les courses les plus importantes. Vous avez les groupes 3, les groupes 2, les groupes 1. Groupe 1, Arc de Triomphe, Critérium, etc., etc. Donc au début, ça paraît un peu complexe. Mais en fait, c'est assez simple. Et est-ce qu'il y a la même classification pour les courses d'obstacles? Oui, exactement. Exactement. C'est exactement pas pareil, parce que c'est tout un autre sport. Oui. Mais il y a la même classification. Oui, oui. Le programme en France est très bien établi, aussi bien en plat qu'en obstacle. Alors il y a toujours des mécontents, mais ça c'est comme dans tout. Mais le programme est très très bien établi. Est-ce qu'un jockey d'obstacle court aussi en plat ou pas du tout? Les deux les jockeys arrivent à faire les deux spécialités. Mais ce qui fait la différence, c'est leur poids. Si vous voulez, quand un gamin commence à partir de 16-17 ans à prendre du poids, il bascule dans l'obstacle. Parce que les courses d'obstacle, le poids minimal est de 62 kg, je crois, ou 61, je ne sais pas exactement. Qu'en plat, vous pouvez descendre jusqu'à 50 ou 48, quelque chose comme ça. Donc après, voilà. Puis après, si vous voulez, l'obstacle, pour un jockey, c'est une question de volonté. C'est pas du tout le même sport. Je ne dis pas que c'est plus dangereux, mais il y a dans les statistiques aujourd'hui, je crois que c'est une chute sur 10 montes. Hein. Une chute sur 10 participations. Voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que le moindre mal, c'est des clavicules, c'est des entorses, c'est des machins. Et par contre, il peut y avoir des chutes plus sévères, quoi. Donc, pour devenir jockey d'obstacle, il faut avoir l'envie, quoi. Il faut aimer ça, il faut avoir un peu le goût du risque, il faut aimer ça, et puis voilà. Mais c'est une passion aussi, ça fait partie d'une passion. Ce qu'on comprend tout à fait. Il y a des sports très dangereux comme le ski, les courses automobiles, tout ça. Voilà. Donc ces gamins-là, moi je conçois qu'ils adorent ça. Il y a les deux. Oui. Il y a le don et il y a le travail. C'est comme tout. Voilà. Alors voilà, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais il y a des gens qui sont moins feignants que d'autres. Ouais. Et en travaillant, on y arrive. Donc il y a les deux. C'est un mélange. Moi,
j'ai eu pas mal d'apprentis à la maison, j'ai eu des gosses doués, j'ai eu des gosses vaillants. Voilà. Et donc, des fois, le plus doué, s'il est feignant, ben, il est battu par le plus vaillant. Donc, c'est un ensemble de choses. Je crois que c'est un peu comme dans toutes les professions, quoi, hein. Vous avez des gens qui ont des dons innés, mais s'ils sont un peu feignants, ben, ça ne fait pas, quoi. Ben, les premières courses de haies, c'est pour les 3 ans. Oui. C'est exactement, ça commence à cette époque de l'année, donc c'est relativement tôt, quoi. C'est début mars. Là, ils vont se chauffer, là. Les premières distances, c'est 3000 mètres. Après, plus on avance dans la saison, plus la distance se rallonge. Mais quasiment jusqu'à l'automne, on court les premiers 3005, c'est au mois de juin, fin mai, juin. Et après, à l'automne, on attaque 3006 pour les 3 ans. Et après les 4 ans, en début d'année de 4 ans, c'est 3005, 3006, jusqu'en fin d'année, 3009. Donc là, maintenant, ils vont aller sur des moyennes. Après, c'est à vous de choisir dans vos engagements. C'est l'entraîneur qui décide en fonction des capacités de son cheval, quoi. Si c'est que son cheval a beaucoup de tenue, il attend les courses de 4000, 4002, 4004. Le grand slip aujourd'hui, c'est 6000, je crois, ou 5008. Voilà. Mais ça, c'est un steeple chase. Donc les courses de steeple, c'est toujours un peu plus long. Parce que, en fait, les courses de haie, c'est tous les mêmes obstacles. Et les steeple chase, chaque obstacle est différent. Vous avez une haie, un talus, une rivière, un observe, un bullfinch, voilà. Donc voilà. Donc les distances, c'est nous qui décidons dans les engagements en fonction de l'aptitude du cheval. Voilà. Et le terrain rentre en ligne de compte aussi. Si le terrain est plus lourd, je ne peux pas dire que ça rallonge la distance, mais l'effort est plus pénible, donc c'est plus des chevaux de tenue, quoi. Les chevaux de vitesse, ils courent souvent sur un terrain assez rapide. Vous allez récupérer Christophe et vous rentrez. Allez-y, où il est Thomas? Allez-y, rentrez. Regardez là, c'est pas beau ça là? Oh, ça c'est magnifique ça. C'est du son? Ouais, c'est ça. Et que l'on mélange avec autre chose? Je mélange avec de l'eau. Pardon? De l'eau. De l'eau? Ouais. Ah oui? Pour tous les chevaux ou un seul cheval? Un seul cheval. Et pourquoi est-ce qu'on donne du son? Parce que cette montée-là, Pardon? Cette montée-là, il ne travaille pas bien. Ah, il ne travaille pas bien. Ouais, alors c'est pour ça, faciliter la digestion du cheval. C'est ça. Généralement, je me réveille à 5h20 le matin. Je me prendre un petit déjeuner, m'habiller, brosser les dents dans ma toilette. Et j'arrive à l'écurie vers 6h20 environ. Tout dépend de quelle heure on est à cheval. Si on est à 7h à cheval, 7h30, tout dépend des horaires. Je suis arrivé dans cette écurie suite à les conseils d'un ancien collègue et grâce aussi à la carrière de M. de Balanda. Je suis rentré à la FASEC, c'est l'une des formations principales. Donc ensuite, suivant le niveau scolaire et l'envie d'étudier ou non,
On peut choisir de faire soit un CAP qui s'étend sur une durée de 2 ans, ou bien alors un bac pro, donc avec une formation et suivi, et donc ça s'étend sur 3 ans. Mon réveil il sonne aux alentours de 6h moins le quart. Donc je me réveille gentiment, je prends mon petit déjeuner et ensuite je viens travailler ici. La matinée elle commence par 2 box à vider, à nettoyer, à faire proprement. Et ensuite on attaque la matinée à cheval, donc on a aux alentours de 3 à 5 lots dans la matinée. Il a perdu un fer ce matin à l'entraînement. Du coup, on repose le fer. Là, vous le faites à dimension comme ça. On ajuste le fer au pied. Depuis 15 ans. Le cheval a plus de secret pour vous? Un petit peu quand même. Un petit peu. On en apprend tous les jours. Vous avez un brochoir. On sert pour enfoncer les clous ou pour abattre les clous une fois qu'ils sont coupés. Une tricoise pour couper les clous. Une pince à rivet qui sert à rabattre le clou pour fixer le rivet sur le sabot. Et ça c'est une râpe pour râper l'excédent de pied autour du fer. Tous les jours? Tous les jours. Ah ouais. Dans cette écurie-là ou non, dans toutes les... Partout, un peu partout. Je travaille chez un patron. Au sein de son écurie, toute proche de l'hippodrome, Gina Rarik nous emmène découvrir les soins pratiqués par le vétérinaire Jérôme Seigneau. Ouais. Bon, on va aller regarder Bill again. Okay. Il court bientôt. Je vais vérifier l'état de son dos. Je crois qu'il bouge bien. Moi, j'ai une bonne impression, mais je veux votre avis. Et on va juste faire un petit contrôle avant les courses. On regarde le box en général, l'état de la litière, l'état du foin. Est-ce que le cheval a bien mangé? Est-ce que la litière a été bouleversée parce que le cheval se serait couché? C'est ça nous donne déjà beaucoup d'éléments sur le comportement du cheval. Ensuite, on va voir son attitude générale. Est-ce qu'il est attentif? Est-ce que la façon dont il se positionne dans le box ne révèle pas de douleur? Est-ce qu'il a un pied en avant parce qu'il pourrait avoir mal à ce pied-là? Bonjour mon bonhomme. Voyons comment les athlètes, que sont les chevaux de course, bénéficient des examens les plus modernes. Magnifique. Parfait. Bon, il a un cœur qui est lent. On est dans le cadre vraiment du suivi d'un sportif. Donc, c'est une auscultation qui va me donner la fréquence cardiaque. Je connais ce cheval par cœur, on l'a vu depuis un moment. Je sais que ce n'est pas un cheval qui souffre de pathologie
cardiaque. On va juste vérifier que son entraînement soit bon. Par un examen locomoteur. Il va nous permettre d'apprécier la façon dont il se déplace. Est-ce qu'il y a des restrictions dans l'amplitude de ses mouvements? Est-ce qu'il y a des boiteries éventuelles? Alors boiterie, on est déjà sur de la pathologie, mais il y a des signes avant-coureurs. Avant de se placer, enfin avant d'être dans le cadre de la boiterie, on peut avoir des diminutions d'amplitude. C'est souvent un signe intéressant à voir. Le but du jeu étant, encore une fois, d'être dans la prévention ou dans l'anticipation de problèmes éventuels. Voilà. Ça, c'est les documents spéciaux. Ça, c'est le base de régime pour le plus des chevaux. Ça s'appelle Racing. C'est un granulé avec tous dedans. Il y aura 13% de protéines, mais il n'y a aucun sucre, ni mélasse, ni le granulé OGM. C'est naturel, ils mangent bio. C'est bien d'une société qui s'appelle Reverdee. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je suis content avec. C'est dans le bon état de mes chevaux. Voilà, maintenant je crois qu'on est prêt de cuisiner. Donc, on a 14 chevaux en riz. Voilà, ça c'est le document spécial. Ça, c'est le base de régime pour le plus des chevaux, ça s'appelle Racing. C'est un granulé avec tous dedans. Il y aura 13% de protéines, mais il n'y a aucun sucre, ni mélasse, ni le granulé OGM. On sait depuis longtemps que le foin est une des sources principales de substances irritantes pour l'appareil respiratoire. Il y a des poussières, il y a des levures, il y a des moisissures, il y a plein de choses dans le foin. Et cette machine-là a l'intérêt d'humidifier le foin avec un système de génération de vapeur. Ça dure une demi-heure environ. Alors je vous présente une jeune jument qui a été pré-entraînée, c'est-à-dire qu'elle arrive en ayant déjà fait un petit peu d'activité physique, sans que ce soit du niveau de ce qu'elle va vivre ici comme cheval de course. Et l'objectif, c'est de faire un examen échographique de ses tendons pour être certain qu'on n'ait pas de blessures préexistantes avant d'aller plus vite, avant d'intensifier le niveau d'entraînement. Alors donc on va commencer par tondre les tendons parce que les échographies fonctionnent avec des ultrasons et l'ultrason est arrêté par l'air. Paul Brusquet. Malgré son taille, il a que 12 ans. Il vient de découvrir la vie en entraînement, d'être manipulé par les gens pour faire les choses. Chose qu'on fait, ça fait pas de mal du tout. Les ultrasons vont traverser la peau et nous permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors à la différence des radios, les ultrasons sont extrêmement performants pour voir tout ce qui est tissu mou. En revanche, ils ne passent pas à travers l'os, donc c'est un outil très intéressant pour voir la surface de l'os, mais ça s'arrêtera là. Ça a d'ailleurs complètement bouleversé notre métier. Avant, l'essentiel des examens était fait en clinique vétérinaire, maintenant on peut faire beaucoup de choses dans une écurie. Il restera juste à vérifier le suspenseur. Et aujourd'hui, tout va bien, vous êtes heureuse? Je suis heureuse d'entraîner les chevaux. Je suis heureuse d'être à Maison Lafitte. Je suis déçue avec la direction qu'ils ont pris nos dirigeants France Gallo pour essayer de faire l'hippodrome et pour vraiment
Je cherche le mot, il faut que tu pratiques ça. Pour rétrécir et raccourcir et fermer, pour fermer beaucoup des parties de le centre de l'entraînement. Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Depuis 1828, les Manceuniens vivent en harmonie avec les chevaux et les courses. Il leur est impossible d'imaginer que cette plus longue ligne droite d'Europe disparaisse à tout jamais. Allez ma fille. Allez ma fille. Allez ma fille. Je vais préparer donc pour bâtir mon dos un peu des travaux sur les points de l'accent. Alors ça, c'est la Le côte. 7, j'aime beaucoup le 7, moi. Donc tu prends le 7. Il y en a qui a une cote de 21 quand même. Là, t'as cliqué? Oui. Voilà. Validé. Voilà. Puis après, tu choisis ton moyen de paiement. Et voilà. C'est voilà. Je suis en 4e et j'ai 13 ans. Donc tu habites Maison Lafitte. Est-ce que déjà tu as fait du cheval lorsque tu étais plus jeune ou maintenant? Oui, j'ai fait du cheval quand j'étais très jeune. Très jeune, ça date de 2009. Et j'adorais le cheval, mais j'ai arrêté, malheureusement. Et quelles étaient tes impressions sur un cheval? Lorsqu'on est à côté d'un cheval, c'est très très impressionnant parce que moi, qui étais tout petit, face au cheval, j'étais vraiment petit, donc je voyais une grande chose en face de moi et ça m'impressionnait beaucoup. Alors tu sais que le cheval, l'hippodrome à Maison Lafitte risque de fermer. Quel est ton sentiment? C'est un peu dommage parce que Maison Lafitte, c'est quand même une grande, c'est une cité du cheval
Et sans les chevaux, Maison-Lafitte, c'est plus Maison-Lafitte, ça devient une ville normale comme les autres. Alors que justement, Maison-Lafitte s'est démarqué grâce à cette passion du cheval. Oui, on sait que le site est en danger et nous, notre vœu le plus cher, c'est qu'il soit préservé parce qu'il fait partie de l'âme de la ville. On aime s'y retrouver, on a quelque chose d'ancien, d'atypique, qui est cher à notre histoire. Et nous aimerions vraiment le préserver, quitte à le faire revivre de manière différente, avec des spectacles, avec des opéras, avec des manifestations qui pourraient être pas forcément culturelles, mais aussi des réunions. Il y a 1000 façons de dynamiser un site comme celui-ci. C'est une ville qui est connue, qui est aimée par ses habitants, qui nécessite peut-être plus de communication à l'extérieur. Et cette communication, il faut peut-être continuer à l'enrichir de façon à mieux faire connaître ce site vraiment exceptionnel en fait. On sait que cette ligne droite est une des lignes droites les plus importantes aujourd'hui en France, en Europe, et personne ne le sait. Même si on n'est pas amateur de course, l'ambiance qui est ici est une ambiance unique en fait. On est hors du temps et d'être hors du temps aujourd'hui alors que tout le monde est connecté, c'est un moment qui est magique. J'habite par ici et je trouve vraiment très dommage que le champ de course ferme. Donc j'ai décidé de venir, voilà, passer l'après-midi ici pour une dernière fois. C'est très dommage. C'est une activité sympathique, c'est agréable, ça rassemble, ça fédère. C'est dommage. Peut-être, très bien, peut-être trouverez-vous une solution, peut-être, je ne sais pas, l'univers va peut-être entrer en jeu, je ne sais pas. Mais ça serait pour moi sympathique que ça ne ferme pas. Allez là! Sur le numéro 1, terminé en deuxième position. Le commissaire se donner à tripler Alexis Vanel qui s'impose avec autorité. Pour la victoire avec le 4 Glorious Emirati, puis le numéro 15 Alexis qui maintenant devient. Allez Antoine!